Ils ont déchiré ses vêtements et se sont moqués d'elle. Erreur fatale. C'est une combattante clandestine. Léa Dubois traversait les portes du lycée Victor Hugo, la tête baissée, serrant les bretelles de son sac à dos usé comme si c'était des cordes de sauvetage. À 16 ans, elle était petite pour son âge, à peine 1,60 m, avec des cheveux châtains foncés qu'elle gardait tirés en une simple queue de cheval et des vêtements amples sur sa silhouette mince. Sa famille avait déménagé ici de Bretagne après que son père ait perdu son emploi. Et recommencer dans un nouveau lycée en seconde, c'était comme entrer sur un champ de bataille, armé de rien d'autre que de l'espoir. Les couloirs du lycée Victor Hugo bourdonnaient du chaos familier de la vie adolescente. Des groupes d'élèves se rassemblaient autour des casiers, leur conversation créant un mur de bruit qui semblait exclure quiconque n'appartenait pas. Léa se frayait un chemin à travers le labyrinthe de corps, essayant de se rendre invisible alors qu'elle cherchait son casier. Elle avait appris il y a longtemps qu'attirer l'attention signifiait généralement des ennuis, et dans un nouvel endroit où tout le monde avait déjà ses cercles établis, être l'étrangère silencieuse se sentait plus sûr que d'essayer de s'intégrer. Ce que personne au lycée Victor Hugo ne savait, ce que personne ne pouvait deviner en regardant l'extérieur, sans prétention de Léa, c'est qu'elle avait passé les 4 dernières années à s'entraîner dans des circuits de combat clandestins. Son frère aîné, Antoine, l'avait initiée à ce monde quand elle avait 12 ans, après qu'elle soit rentrée à la maison une fois de trop avec des bleus infligés par des gamins qui pensaient qu'elle était une cible facile. Les salles de sport étaient rudes, remplies de gens qui avaient appris à se battre par nécessité plutôt que par sport, et il lui avait appris que la survie signifiait ne jamais montrer sa véritable force tant qu'on n'y était pas absolument obligé. « Regardez ce qu'on a là !» Une voix coupa ses pensées alors qu'elle tâtonnait avec la combinaison de son casier. De la chair fraîche. Léa leva les yeux pour voir 3 élèves s'approcher de son casier. Le chef était un grand garçon, aux larges épaules, avec des cheveux décolorés et des yeux bleus froids. Son nom était Maxime Leclerc, et elle avait déjà entendu des chuchotements à son sujet dans ses cours du matin. C'était le genre de type qui commandait l'attention par l'intimidation, entouré de suiveurs qui se nourrissaient de sa cruauté. À ses côtés se trouvaient ses 2 compagnons constants, Kevin Moreau, un gamin trapu aux yeux en colère qui avait l'air de passer plus de temps en retenue qu'en classe, et Chloé Garnier, une fille dont le joli visage ne pouvait cacher la méchanceté qui semblait rayonner de son être même. « Je suis Maxime », dit le chef, sa voix dégoulinant d'une fausse amabilité. « On dirige les choses ici et on aime accueillir personnellement les nouveaux élèves. » Léa garda la tête baissée, se concentrant sur la combinaison de son casier. Elle avait déjà eu affaire à des types comme Maxime, et elle savait que s'engager ne ferait qu'empirer les choses. La meilleure stratégie était de rester invisible, de ne leur donner aucune raison de la distinguer. Elle s'était promis de se faire discrète ici, qu'elle essaierait d'avoir une expérience de lycée normale pour une fois. « Hé, je te parle !» La voix de Maxime devint plus aiguë alors qu'il s'approchait. « C'est impoli d'ignorer quelqu'un quand il est gentil. » « Désolé, » marmonna Léa, ouvrant enfin son casier. « J'essayais juste de trouver mes livres. » Chloé rit, un son qui ne contenait aucune chaleur. « Regarde ses vêtements. Elle s'est habillée dans une friperie ?» La mâchoire de Léa se serra, mais elle se força à rester calme. Ses vêtements venaient effectivement de friperie, mais c'était par nécessité, pas par choix. Sa famille avait encore des difficultés financières, et les vêtements neufs n'étaient pas une priorité quand ils s'inquiétèrent de payer le loyer. Elle attrapa rapidement ses manuels, espérant s'échapper avant que la situation ne dégénère. « Où vas-tu » Kevin lui barra le chemin, sa voix portant une nuance menaçante. « On n'a pas fini de te parler. »« Je dois aller en cours » dit Léa doucement, cherchant un moyen de le contourner. « Les cours ne commencent pas avant 10 minutes, dit Maxime, se déplaçant de l'autre côté. Tu as tout le temps de discuter avec tes nouveaux amis. Léa sentit le nœud familier se former dans son estomac, la même sensation qu'elle avait ressentie d'innombrables fois auparavant,
lorsqu'elle était coincée par des brutes qui pensaient pouvoir la malmener à cause de son apparence. Ses mains, cachées à l'intérieur de ses manches trop grandes, se serrèrent en poings qui avaient été entraînés à frapper avec une précision dévastatrice. Mais elle se força à les détendre. Se battre ne ferait que faire d'elle une cible, ne leur donnerait que plus de raison de la poursuivre. « Je dois vraiment y aller », dit-elle, essayant de dépasser Kevin. Il la repoussa contre les casiers, assez fort pour que ses livres s'éparpillent sur le sol. Plusieurs autres élèves s'étaient arrêtés pour regarder, mais aucun d'eux ne s'avança pour aider. C'était la même chose partout où elle allait. Les gens étaient toujours prêts à regarder un spectacle, mais rarement prêts à intervenir. « Oups !» dit Kevin avec une fausse inquiétude. « On dirait que tu as laissé tomber quelque chose. » Alors que Léa se baissait pour ramasser ses livres, Chloé s'avança et les envoya plus loin dans le couloir. « Tellement maladroite !» dit-elle avec un sourire narquois. « Peut-être que tu devrais faire plus attention. » Maxime rit comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais vue. « Ouais, on ne voudrait pas que tu te blesses pendant ta première semaine. » Ce schéma se poursuivit pendant les jours suivants. Maxime et ses amis semblaient avoir fait de Léa leur divertissement personnel. Ils la trouvaient pendant le déjeuner et faisaient tomber son plateau de nourriture de ses mains, l'envoyant s'écraser sur le sol de la cafétéria pendant que d'autres élèves riaient ou détournaient le regard inconfortablement. Ils la coinçaient entre les cours, faisant des commentaires sur son apparence, ses vêtements, son accent. Il la suivait jusqu'à son casier tous les matins, créant un défi qu'elle devait relever juste pour commencer sa journée. Léa endura tout cela en silence, son entraînement des circuits clandestins résonnant dans son esprit. Son premier entraîneur, un ancien boxeur grisonnant nommé Serge, lui avait appris que parfois, la chose la plus forte que l'on puisse faire était de s'éloigner. Les vrais combattants savent quand se battre et quand économiser leur énergie, lui avait-il dit. Ne gaspille pas ta force sur des gens qui n'en valent pas la peine. Mais alors que les jours se transformaient en semaines, Léa commença à se demander si les conseils de Serge s'appliquaient ici. Le harcèlement empirait, pas mieux. Maxime et ses amis semblaient enhardis par son manque de réponse, interprétant sa retenue comme une faiblesse plutôt que comme une force. Ils avaient commencé à la suivre en rentrant de l'école, criant des insultes depuis leur voiture pendant qu'elle marchait. Ils avaient répandu des rumeurs sur sa famille, affirmant qu'ils étaient probablement des immigrés illégaux qui n'avaient pas leur place dans leur quartier. Pendant le cours de sport, quand elle était obligée de se changer dans les vestiaires, elle pouvait entendre Chloé et ses amis chuchoter sur son soutien-gorge de sport d'occasion et ses baskets usées. Le professeur, monsieur le maire, semblait ignorer ce qui se passait ou peut-être choisissait-il simplement de ne pas le voir. Comme la plupart des adultes du lycée Victor Hugo, il semblait opérer en partant du principe que les adolescents pouvaient résoudre leurs propres problèmes sans intervention. Léa se retrouva à déjeuner seule, dans des salles de classe vides, à se cacher dans les toilettes entre les cours et à emprunter des itinéraires plus longs à travers l'école pour éviter les couloirs principaux où le groupe de Maxime se rassemblait. Elle devenait un fantôme dans sa propre vie et l'ironie ne lui échappait pas. La voilà, quelqu'un qui pourrait probablement vaincre n'importe lequel de ces brutes dans un combat loyal. Et pourtant c'était elle qui vivait dans la peur. Le point de rupture survint un mardi matin à la fin du mois d'octobre. Léa était à son casier, comme d'habitude, quand Maxime et son équipe s'approchèrent. Mais quelque chose était différent cette fois. Il y avait un tranchant dans leur comportement, une cruauté dans leurs yeux qui semblait plus intense qu'avant. Chloé enregistrait avec son téléphone et Kevin faisait craquer ses doigts comme s'il se préparait à quelque chose de plus grand que leur harcèlement habituel. « Tu sais quoi, la nulle ?» dit Maxime, sa voix assez forte pour attirer l'attention des autres élèves. « On en a marre que tu nous ignores. Il est temps que tu apprennes le respect. »« Je ne vous ai rien fait, » dit Léa, sa voix à peine plus qu'un murmure. « C'est ça le problème, » intervint Chloé, toujours en train d'enregistrer. « Tu penses que tu es trop bien pour nous parler.
Tu penses que tu peux juste arriver dans notre école et agir comme si tu n'avais pas à suivre les règles. » « Quelles règles ?» demanda Léa, sincèrement confuse. Maxime sourit, mais il n'y avait rien d'amical là-dedans. La règle qui dit que les nouveaux doivent gagner leur place, et tu n'as encore rien gagné. Avant que Léa ne puisse répondre, Kevin attrapa son sac à dos et le lui arracha, la faisant trébucher en avant. Alors qu'elle essayait de retrouver son équilibre, Maxime attrapa le devant de sa chemise à carreaux trop grande. Elle entendit le tissu se déchirer alors qu'il tirait, et soudain, sa chemise était ouverte, exposant le vieux débardeur en dessous. Le couloir éclata de rire et de halètements, alors que les élèves s'arrêtaient pour regarder. Certains enregistraient avec leur téléphone, d'autres pointaient du doigt et chuchotaient. Léa sentit son visage brûler d'humiliation alors qu'elle essayait de refermer sa chemise déchirée, mais Maxime n'avait pas fini. « Regardez ça !» dit-il fort, s'assurant que tout le monde pouvait entendre. « Je parie que c'est la plus belle chemise qu'elle possède, et elle ne vaut même pas le tissu dont elle est faite. » Chloé s'avança et attrapa les bords déchirés de la chemise de Léa, les tirant davantage. « Voilà ce qui arrive quand on ne connaît pas sa place, » dit-elle, sa voix dégoulinant de venin. Kevin se joignit à la fête, tendant la main vers l'ourlet du débardeur de Léa. Peut-être qu'on devrait voir quels autres vêtements de solde elle cache en dessous. C'est à ce moment-là que quelque chose se brisa à l'intérieur de Léa. Toutes les semaines d'humiliation, toute la retenue dont elle avait fait preuve, tous les conseils sur le fait de s'éloigner et d'être la plus forte, tout disparut en un instant. Ces gens avaient franchi une ligne qui ne pouvait pas être effacée, et elle en avait assez d'être leur victime. « Enlevez vos mains de moi », dit-elle, sa voix soudainement stable et dangereuse. Maxime rit. « Ou quoi? Tu vas pleurer auprès du proviseur ?» La réponse de Léa fut rapide et brutale. Sa main droite jaillit en avant dans un coup de poing, direct parfait, qui frappa Maxime directement au plexus solaire, chassant tout l'air de ses poumons et le faisant trébucher en arrière. Avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui s'était passé, son crochet gauche se connecta à sa mâchoire, le faisant tourner et le faisant tomber à genoux. Le couloir se tut, à l'exception des tentatives haletantes de Maxime pour respirer. Kevin s'avança, ayant clairement l'intention d'aider son ami, mais Léa était déjà en mouvement. Elle attrapa son bras tendu et utilisa son propre élan contre lui, exécutant un parfait fauchage de hanche qui l'envoya s'écraser contre la rangée de casiers avec un son qui résonna dans le couloir. Chloé resta figée, son téléphone toujours en train d'enregistrer, sa bouche bée de choc. « Espèce de folle », réussit-elle finalement à dire. « Tu ne peux pas juste attaquer les gens. »« Je n'ai attaqué personne », répondit Léa calmement, ajustant sa chemise déchirée du mieux qu'elle pouvait. « Je me suis défendue. Il y a une différence. » Maxime luttait pour se remettre sur pied, son visage rouge de gêne et de rage. « Tu es morte, haleta-t-il. Tu es tellement morte, tu as la moindre idée à qui tu viens de t'en prendre ?» Léa le regarda de haut, et pour la première fois depuis son arrivée au lycée Victor Hugo, elle se sentit complètement maîtresse de la situation. « En fait, dit-elle, sa voix portant clairement à travers le couloir silencieux, « je sais exactement à qui je me suis attaqué. La question est, savez-vous à qui vous vous êtes attaqué ?» Elle s'approcha de Maxime, qui était toujours à genoux, et baissa la voix pour que lui seul puisse entendre. « Je me bats depuis que j'ai 12 ans. Pas dans un dojo de banlieue ou un programme après l'école, mais dans des circuits clandestins où perdre signifie rentrer à la maison ensanglanté. J'ai vaincu des types 2 fois plus grands que toi qui savaient réellement se battre. Vous 3, vous n'êtes rien comparé à ce que j'ai affronté. » Les yeux de Maxime s'écarquillèrent alors que l'implication de ces mots s'imprégnait. Autour d'eux, la foule d'élèves grandissait, tout le monde chuchotant et regardant la fille qu'ils avaient à peine remarquée avant aujourd'hui. Kevin s'était relevé des casiers et soignait ce qui était probablement une épaule contusionnée. « Ce n'est pas fini, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. « Si, c'est fini, répondit Léa fermement. « C'est complètement fini.
Parce que si l'un d'entre vous me touche encore, si vous me regardez ne serait-ce qu'une seule fois de travers, je ferai en sorte que ce qui vient de se passer ressemble à un doux rappel. » Elle se tourna pour s'adresser à la foule croissante de spectateurs. « Et cela vaut pour tous ceux qui pensent que la nouvelle est une cible facile. Je suis venu ici en voulant faire profil bas et me mêler de mes affaires, mais si vous me forcez à me défendre à nouveau, je le ferai. » Chloé trouva enfin sa voix. « Tu ne peux pas menacer les gens comme ça. Il y a des règles. » Léa faillit rire. « Des règles ? Où étaient des règles quand vous trois me harceliez tous les jours pendant des semaines? Où étaient des règles quand vous avez déchiré mes vêtements devant tout le monde? Ne me parlez pas de règles. » À ce stade, des professeurs avaient commencé à arriver, attirés par l'agitation dans le couloir. Monsieur le maire se fraya un chemin à travers la foule, son visage rouge d'autorité. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il. « Elle nous a attaqués », dit Maxime rapidement, luttant pour se remettre sur pied. « Sans raison, elle est juste devenue folle. » Mais plusieurs élèves dans la foule commencèrent à parler en même temps, leur voix se chevauchant alors qu'ils contredisaient la version des faits de Maxime. « Ce sont eux qui ont commencé, » dit une fille. « Ils ont déchiré sa chemise. »« Ils la harcelaient, » ajouta un autre élève. Elle ne faisait que se défendre. Léa se tenait tranquillement au centre de tout cela, sa chemise déchirée toujours serrée d'une main. Elle pouvait sentir le changement dans l'atmosphère autour d'elle, la façon dont les autres élèves la regardaient maintenant. Il y avait du respect dans leurs yeux et quelque chose d'autre, une reconnaissance qu'elle n'était pas celle qu'ils avaient cru qu'elle était. « Est-ce vrai ?» demanda monsieur le maire, regardant autour de lui dans la foule. Chloé essaya de sauver la situation. On lui parlait juste, c'est elle qui est devenue violente. Mais trop de gens avaient été témoins de ce qui s'était réellement passé, et leurs voix s'élevèrent pour défendre Léa. Même des élèves qui ne lui avaient jamais parlé auparavant s'avançaient pour corroborer son histoire. La proviseure, Madame Garnier, arriva juste au moment où la foule atteignait son volume maximal. C'était une femme sévère dans la cinquantaine qui avait la réputation d'être juste mais dure. « Tout le monde en classe », annonça-t-elle. « Maintenant, Maxime Leclerc, Kevin Moreau, Chloé Garnier et... » Elle regarda Léa avec interrogation. « Léa Dubois, » fournit Léa. « Mademoiselle Dubois, mon bureau, vous tous. » Alors qu'ils marchaient vers l'aile administrative, Léa pouvait entendre les chuchotements les suivre dans le couloir. L'histoire se répandait déjà, grandissant et changeant à chaque récit. Au moment où ils atteignirent le bureau de la proviseure, elle était devenue tout, d'une experte en arts martiaux secrètes à la fille d'un chef du crime. La vérité, comme elle l'expliqua à Madame Garnier dans l'intimité de son bureau, était plus simple, mais non moins remarquable. Oui, elle s'entraînait à se battre depuis qu'elle avait 12 ans. Oui, elle aurait pu blesser gravement Maxime et ses amis si elle l'avait voulu. Et oui, elle avait fait preuve d'une retenue remarquable en gérant des semaines de harcèlement croissant avant de finalement se défendre. Madame Garnier écouta les 4 versions de l'histoire, examina les vidéos de téléphone que plusieurs élèves avaient prises et parla à de multiples témoins. En fin de compte, sa décision fut rapide et décisive. Maxime, Kevin et Chloé reçurent des suspensions de 3 jours pour harcèlement et destruction de biens. Léa ne reçut aucune punition. Cependant, lui dit Madame Garnier, alors que les autres quittaient son bureau, je veux que vous sachiez que la violence n'est jamais la solution préférée à ces problèmes. Il existe des canaux appropriés pour signaler le harcèlement. J'ai essayé ces canaux, répondit Léa doucement. J'ai dit à mon professeur de première heure ce qui se passait, je l'ai mentionné à mon conseiller d'orientation. Personne ne semblait penser que c'était assez grave pour être traité. Madame Garnier fronça les sourcils. Je vais me pencher sur ça. Mais à l'avenir, je veux que vous veniez directement me voir si quelque chose comme ça se reproduit. Il n'y aura pas d'avenir comme celui-ci, dit Léa avec une confiance tranquille. Le mot se répand vite au lycée. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre sera impatient de me tester. Elle avait raison. Quand Léa retourna en classe le lendemain, les couloirs semblaient différents. Les élèves lui faisaient un signe de tête respectueux en passant. Certains disaient même bonjour,
Les groupes qu'il avait ignorés auparavant lui faisaient maintenant de la place quand elle s'approchait. Ce n'était pas de la peur exactement, mais c'était de la reconnaissance, la compréhension qu'elle était quelqu'un qui méritait un respect fondamental. Maxime et ses amis revinrent de leur suspension soumis et en colère, mais ils gardèrent leur distance. De temps en temps, elle surprenait l'un d'eux en train de la regarder de l'autre côté de la cafétéria ou de la cour, mais ils ne l'approchèrent plus jamais. L'épaule de Kevin mit 2 semaines à guérir complètement, et la mâchoire de Maxime fut sensible pendant des jours. Ils avaient appris leur leçon à la dure. Plus important encore, d'autres élèves qui avaient leurs propres problèmes de harcèlement commencèrent à approcher Léa. Tranquillement, en petits groupes, ils la trouvaient après l'école ou pendant le déjeuner et lui demandaient des conseils. Comment se défendre? Comment trouver le courage de riposter? Elle se retrouva à devenir un mentor improbable pour des enfants qui avaient souffert en silence. Le truc, c'est, dit-elle à un élève de seconde nommé Alex, qui se faisait harceler parce qu'il était petit, tu n'as pas besoin de devenir un combattant pour te défendre. Tu dois juste croire que tu mérites le respect. La plupart des brutes sont des lâches, qui ne s'en prennent qu'aux gens qu'ils pensent ne pas riposter. Une fois que tu leur montres que tu n'es pas une cible facile, ils passent généralement à autre chose. Mais pour certains des enfants à qui elle parlait, les conseils ne suffisaient pas. Quelques-uns lui demandèrent si elle pouvait leur enseigner de véritables techniques de combat. Et après y avoir réfléchi, Léa approcha Madame Garnier pour créer un club d'autodéfense. À sa surprise, la proviseure fut enthousiaste à l'idée. « Nous avons un problème de harcèlement persistant que les mesures disciplinaires traditionnelles n'ont pas résolu », admit Madame Garnier. « Peut-être qu'autonomiser les élèves pour qu'ils se protègent les aidera à créer une culture différente ici. » Le club d'autodéfense commença petit, se réunissant 2 fois par semaine après l'école dans la salle de lutte. Léa enseignait des techniques de base, comment se libérer des prises, comment créer de la distance, comment frapper efficacement si absolument nécessaire. Mais plus que les compétences physiques, elle mettait l'accent sur la confiance et la conscience. Le but n'est pas de devenir la personne la plus dure de l'école, disait-elle à ses élèves. Le but est de se comporter comme quelqu'un qui ne sera pas victime. La plupart des conflits peuvent être évités si vous projetez la bonne énergie. Le mot sur le club se répandit rapidement, et en 1 mois, ils avaient plus de 20 membres réguliers. Les enfants qui avaient été des cibles auparavant marchaient plus droit, parlaient avec plus de confiance et nouaient des amitiés avec d'autres qui comprenaient ce qu'ils avaient vécu. Maxime et ses amis observèrent ces développements avec une frustration évidente. Leurs victimes habituelles n'étaient plus disponibles et leur réputation de clique dominante de l'école avait été définitivement endommagée. Ils essayèrent de reconstruire leur image en s'en prenant à des élèves d'autres écoles lors de matchs de football et de lieux de rencontres locaux, mais même cela se retourna contre eux lorsque plusieurs élèves de Victor Hugo, qui avaient été témoins de la confrontation de Léa dans le couloir, commencèrent à leur tenir tête. La transformation de la dynamique sociale du lycée Victor Hugo ne fut ni immédiate ni complète, mais elle était indéniable. Les professeurs commencèrent à prêter plus d'attention aux signes de harcèlement. Les élèves étaient plus susceptibles de prendre la parole lorsqu'ils étaient témoins de harcèlement. La culture du silence et de la complicité qui avait permis au groupe de Maxime d'opérer sans contrôle pendant des années était progressivement remplacée par quelque chose de plus sain. Pour Léa, les changements furent à la fois personnels et profonds. Elle était venue au lycée Victor Hugo en espérant se fondre dans la masse et éviter les ennuis, mais au lieu de cela, elle avait été forcée de révéler sa véritable force. Ce faisant, elle avait découvert que la force ne se limitait pas aux compétences de combat. Il s'agissait de savoir quand les utiliser et quand faire preuve de retenue. 3 mois après l'incident du couloir, alors qu'elle était assise à la cafétéria entourée des membres de son club d'autodéfense, elle réfléchit à combien sa vie avait changé. Elle n'était plus la nouvelle fille invisible, essayant de survivre jusqu'à l'obtention de son diplôme. Elle était devenue une leader, une protectrice et un exemple de la façon dont se défendre pouvait tout changer. « Est-ce que tu le regrettes parfois ?» demanda Sarah,
l'une des membres de son club qui avait eu des problèmes de cyberharcèlement avant de rejoindre le groupe. De t'être défendue comme ça, je veux dire. Léa considéra la question attentivement. « Je regrette que cela ait dû arriver », dit-elle finalement. « J'aurais aimé que Maxime et ses amis me laissent tranquille. J'aurais aimé que les adultes soient intervenus avant que cela n'arrive à ce point. Mais est-ce que je regrette de m'être défendue? Non, jamais. Parce que parfois, il faut montrer aux gens qui on est vraiment. » Au fur et à mesure que l'année scolaire avançait, la réputation de Léa évolua de « la fille qui a battu les brutes » à simplement Léa. Une élève qui commandait le respect non pas par la peur, mais par son intégrité et sa force de caractère. Elle maintint son entraînement, rejoignit l'équipe de lutte où ses compétences pouvaient être canalisées de manière constructive et continua à diriger le club d'autodéfense. Maxime Leclerc fut transféré dans une autre école le semestre suivant, affirmant que sa famille déménageait, bien que tout le monde connaisse la vraie raison. Kevin et Chloé restèrent à Victor Hugo, mais ils restèrent à l'écart et ne causèrent plus jamais de problème aux autres élèves. Parfois, Léa surprenait l'un d'eux en train de la regarder avec quelque chose qui aurait pu être du respect ou au moins une reconnaissance de sa force. La chemise déchirée de ce matin d'octobre devint un symbole pour Léa, non pas de son humiliation, mais du moment où elle décida de cesser d'être une victime. Elle la garda dans son placard, comme un rappel que parfois les batailles les plus importantes sont celles que l'on mène pour sa propre dignité et son respect de soi. Au moment où l'obtention du diplôme approchait, Léa était devenue l'une des élèves les plus respectées du lycée Victor Hugo. Son club d'autodéfense était devenu un programme à l'échelle de l'école, et plusieurs autres écoles avaient contacté l'établissement pour obtenir de l'aide afin de mettre en œuvre des initiatives similaires. Elle avait reçu de multiples offres de bourses d'études pour l'université, non seulement pour ses réalisations académiques, mais aussi pour son leadership et son impact communautaire. Le jour de la remise des diplômes, alors qu'elle traversait la scène pour recevoir son diplôme, Léa pensa à la fille effrayée et silencieuse qui avait franchi les portes de Victor Hugo 3 ans plus tôt. Cette fille avait été forte aussi, mais elle ne le savait pas encore. Il avait fallu être poussée à son point de rupture pour découvrir ce dont elle était vraiment capable. La leçon qu'elle avait apprise et enseignée aux autres était simple mais puissante. Tout le monde mérite d'être traité avec dignité et respect, et parfois, il faut se battre pour ce respect. Mais se battre ne signifie pas toujours la violence. Parfois, cela signifie se lever et dire « assez ». Parfois, cela signifie enseigner aux autres à faire de même. Et parfois, quand tout le reste échoue, cela signifie montrer aux brutes qu'elles ont choisi la mauvaise personne à embêter. Alors qu'elle regardait ses camarades de classe et leur famille dans la foule de la remise des diplômes, Léa sourit. Elle avait trouvé sa place au lycée Victor Hugo, non pas en cachant qui elle était, mais en l'embrassant complètement. La fille silencieuse, avec la force secrète, était devenue exactement celle qu'elle était censée être.